le journal. Il est 19h à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. Félix Tshisekedi ne participera pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra du samedi 19 novembre au 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie. La situation à l'est du pays est bien plus préoccupante pour le chef de l'État. La cité de Kibumba reste sous les contrôles des forces loyalistes, contrairement aux faux bruits qui rapportent que le M23 a pris possession de la cité. Un officier congolais rassure sur l'offensive des FARDC qui gagne de plus en plus de terrain. Une nouvelle pratique de banditisme s'est déclarée au Congo central. Des hommes armés dévalisent les convois sur la route nationale numéro 1. Un homme a été tué au cours d'un des braquages. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre avec le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie dont les assises s'ouvriront samedi 19 novembre jusqu'au 20 novembre 2022 sur l'île de Djerba en Tunisie. Rêver plusieurs significations historiques et retournements politiques dont les conséquences et enjeux touchent la République démocratique du Congo dans sa dimension de pays francophone du monde. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne fera pas le déplacement à cette grande rencontre. Pour quelles raisons? Tentative de réponse dans ses commentaires de la rédaction. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne se rendra pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, où plus de 80 délégations sont attendues pour le compte de la francophonie, un espace culturel qui véhicule la langue française avec 321 millions de francophones dans le monde. L'absence du président congolais à la tête du premier pays francophone du monde en termes de superficie, ne passera pas inaperçu pour plusieurs raisons d'ordre politique. L'état de guerre que nous impose le Rwanda via les rebelles du M23 empêche toute distraction car les intérêts cachent comme plusieurs tireurs de ficelles en interne et externe. D'où la nécessité pour le président, avec la menace qui rôde autour de David de Goma, d'être plus présent sur place au pays. Aussi, il ne faut pas oublier que c'est une Rwandaise qui tient les rênes de la francophonie. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que Madame la secrétaire générale de l'EIF, Louise Mushikiwabo, qui est assurée d'être réélue pour un nouveau mandat, fut avant cela ministre des Affaires étrangères du Rwanda à une période de tension accrue avec la RDC en cause du CNDP et de la première sortie du M23. C'est donc une fervente acolyte de Paul Kagame qui va présider les assises de Djerba en Tunisie du 19 au 20 novembre. Raison de plus pour la RDC de ne pas y accorder trop de crédit car la francophonie, qui se veut un forum de partenariat et de résolution des problèmes de ses membres, ne s'est pas prononcée pour condamner l'agression parrainée par le Rwanda. C'est un parti pris qui honore pas cette institution dont le budget pèse à peu près 100 millions d'euros. La francophonie en vérité est plus invisible et inaudible sur le plan international que même le français, autrefois langue de l'excellence, perd beaucoup de terrain face au dynamisme croissant de l'anglais dont le Commonwealth paraît plus actif. Bref, ce n'est pas certain que la RDC puisse espérer des appuis nécessaires de la part de la francophonie pour sauver son territoire, vu que le Rwanda est bien plus influent dans cette organisation. Changeant de chapitre pour parler de la guerre à l'est de la RDC, les combats à l'arme lourde font rage à Kibumba, dernier verrou sécuritaire avant la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont engagé 2 avions de chasse contre le rebelle du M23. Ils affirmaient mercredi avoir pris le contrôle de la ville, ce qui démonte l'armée congolaise et les forces de l'ordre par le biais du commissaire supérieur de la police du Nord Kivu, Christian Kongolo Kambalé, dont je vous propose de suivre un propos recueilli. Quoi que vous êtes en train de suivre, ce qui se passe, nous sommes sous le champ de bataille comme tel, au front. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces. C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée.
Toujours en rapport avec la guerre à l'est du pays, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda a confirmé lors de son audition à la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale que le gouvernement congolais de la République a tout mis en marche pour gagner la guerre que nous impose le Rwanda voisin. Il demande par ailleurs à la population de garder son calme. L'armée congolaise se comporte très bien. L'intégrité du territoire national ne sera jamais bradée. Suivez-les au micro de Martin Kaembe. Répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairé là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement, s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons... Le Parlement kényan a voté la résolution portant envoi en République démocratique du Congo de 900 soldats kenyans en mission de désarmement des groupes armés rebelles, un contingent de 100 éléments qui sont arrivés à Goma pour prêter appui aux forces loyalistes. À ce stade, une question se pose. Quelle sera la nature du mandat de ces soldats kenyans sur place au Nord Kivu? Élément des réponses dans ces reportages. L'arrivée des militaires kenyans à Goma relève d'une résolution concertée de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est en synergie avec le Parlement du Kenya, qui est allé jusqu'à examiner la question avant de la voter. Ainsi, en tout et pour tout, il a été prévu 900 soldats kenyans en détachement en RDC, précisément à Goma, pour protéger cette ville contre les groupes armés dont le processus de Nairobi, en sa première phase, avait décidé leur désarmement. Seulement, le contexte des combats en cours entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes pose certaines interprétations qui prêtent à confusion dans l'entendement de l'opinion. De l'avis du commandant kenyan, la mission est très claire. As a force commander, that is very clear to me. En tant que commandant de la force, c'est très clair pour moi. Nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, y compris le quartier général de la force, pendant que les autres processus se poursuivent. Du côté congolais, l'appui kenyan sera très décisif lorsqu'il s'agira de désarmer les rebelles. Mais l'offensive des armées sur le terrain reste un engagement qui ne doit souffrir d'aucune tergiversation. Peut-être qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. Défendre Goma ou désarmer les rebelles et groupes armés nécessite une force de persuasion que seules les armes confèrent. Attendons de voir ce qui va se passer en ayant les 6 mois programmés pour ce mandat.
La marche initiée par le parti politique Nouvel Élan en soutien au FRDC sur toute l'étendue du territoire a donné l'occasion aux femmes congolaises l'opportunité de se faire remarquer aux côtés de leur époux, à l'instar de Madame Chantal Ngalula Muzito, épouse d'Adolphe Muzito, qui a lancé un appel à toutes les femmes d'accompagner les hommes contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Dès le point de départ, situé au croisement des avenues de l'université Kianza, de la marche organisée par la hiérarchie du parti Nouvel Élan, on a noté la participation remarquable des femmes, dont l'épouse du président national, Adolphe Muzito, absent. Madame Chantal Ngalula Muzito, en compagnie des proches, a manifestement démontré que la question de l'agression que subit la RDC n'est pas nécessairement l'affaire des hommes. C'est un signe fort pour les Congolaises, au-delà de la connotation politique, de prendre conscience du défi qu'affronte actuellement la RDC pour conserver et protéger son intégrité territoriale. Ainsi, à cet exemple, il convient que les femmes et les hommes s'engagent sans dissection dans ce mouvement pour sauver la patrie. La marche de Nouvel Élan, le jeudi 17 novembre 2022, est le point d'honneur pour les femmes de la RDC que Mme Muzito a représenté pour justement signifier que toutes les femmes doivent absolument s'inviter dans ce noble combat. Un mot de la diplomatie. Dans ces journaux, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Suisse a été reçu en audience par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Au menu de leur entretien, le contour de la situation politique du pays et le rôle que le nouvel ambassadeur de la RDC en Suisse est appelé à jouer pour le bien de nos deux pays. Suivez-les au micro de Martin Kaembe. Permettez-moi d'abord de remercier le chef de l'État, le président de la République, pour m'avoir nommé ambassadeur de notre pays en Suisse. Et cet acte me va tout droit au cœur. Je ferai un effort, comme je l'ai toujours fait dans toute ma carrière, pour rendre service à notre pays. J'avais l'obligation de venir saluer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le féliciter. Il a été élu pendant que moi j'étais encore au Brésil. J'étais impressionné par la manière dont il a brossé la situation de l'Assemblée nationale et des fonctions qu'il exerce dans cette maison. C'est ça la mission d'un diplomate, c'est de rapprocher les deux pays. Souvent, quand vous arrivez dans un pays, je prends d'abord l'exemple de la Suisse, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'ambassadeur en Suisse. Quand je parle de la Suisse, je parle de l'État suisse. Nous avons des représentants à Genève auprès des organisations des Nations Unies, mais auprès de l'État suisse, ça fait plusieurs années, on n'a pas eu d'ambassadeur. Et le premier devoir que j'ai, c'est d'examiner un peu l'état de nos relations, de la coopération à la date d'aujourd'hui. Quel est l'état de nos relations? Puisque dans la diplomatie, il n'y a pas un petit pays qui va pour mendier auprès d'un grand pays, comme dans la politique du donnant-donnant. Et vous examinez d'abord toutes les facettes, à quel niveau est-ce qu'on est, qu'est-ce que la Suisse donne à notre pays, qu'est-ce que la Suisse vend, quels sont les projets dans lesquels les Suisses sont intéressés, qu'est-ce que nous produisons pour mettre à la disposition de ce pays. Et dès que vous examinez, si tous ces projets ne sont plus d'actualité, vous faites tout pour actualiser les rapports de coopération.
Parlons éducation à présent. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, a adhéré au partenariat avec l'État congolais dans la gestion des établissements scolaires. C'est là par la signature de la nouvelle convention scolaire en remplacement de celui de 26 février 1977. C'est son représentant légal qui a signé avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Martin Kayembe pour le reportage. Après les 2 premières vagues des signatures de la nouvelle convention scolaire par les confessions religieuses, c'est le tour de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, d'adhérer à ces partenariats avec l'État congolais dans la gestion des établissements scolaires. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani a fait des déplacements d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour la signature de la nouvelle convention scolaire. La signature de la présente convention permettra aux écoles conventionnées kimbanguistes d'être alignées conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. Présentement, les réseaux d'enseignement kimbanguiste est le premier à avoir soutenu la gratuité de l'enseignement de base sans tergiversation et compte en son sein 118 écoles maternelles, 2826 écoles primaires, 1826 écoles secondaires, des universités et des instituts supérieurs. Le ministre de l'EPST a pour sa part circonscrit les circonstances qui ont concouru à la révision de la Convention du 26 février 1977. Pour réussir cette mission, il faut améliorer les cadres. Pour réussir la mission, il faut revoir la gestion et l'administration scolaire. La Convention de 77, qui est devenue obsolète, elle est dépassée. On souligne toujours qu'elle n'a pas été inclusive parce que beaucoup de confessions ne l'ont pas signée, mais elle l'appliquent. Elle est aussi dépassée parce qu'elle n'a pas été mise à jour malgré l'évolution, malgré tout ce qu'il y a eu comme réforme dans notre sous-secteur, et surtout la plus grande qui est la gratuité, qui a connu également des difficultés lors du lancement à cause de certains obstacles que l'on trouve également dans la Convention de 77. C'est l'instrumental kimbanguiste qui a accompagné la cérémonie du jour. L'actualité, c'est aussi dans nos provinces. Le ministre provincial du Tanganyika ont pris part durant 3 jours à un séminaire de renforcement de capacité sur le leadership et la gestion axée sur le résultat et la mise en œuvre de la lettre de mission. Ces séminaires étaient organisés par le secrétariat national de renforcement de capacité, SENAREC en sigle, une branche du ministère du Plan. Suivez le ministre provincial des infrastructures et aménagement du territoire, John Seya Kalunga, qui donne ici l'objectif de ces séminaires. Ce séminaire a été d'un grand apport dans l'amélioration de notre gouvernance. Nous avons appris comment nous devons devenir des leaders transformationnels pour pouvoir appliquer le programme d'action du gouvernement provincial dans le cadre de la programmation et stratégie suivi et évaluation. Donc c'était très important et très capital pour nous. Ça nous a renforcé en capacité et nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir élaborer et suivre nos lettres de mission pour conformer l'action gouvernementale au plan stratégique et ainsi qu'à la vision nationale. Le message, c'est d'abord le remerciement, c'est de gratitude à l'égard du gouvernement central, le gouvernement qui ne cesse de ménager aucun effort pour pouvoir nous mettre à niveau afin d'être à la hauteur des tâches qui nous sont attendues et répondre positivement aux attentes de la population. D'une province à une autre, le coupeur de route refait surface dans la province du Congo central, plus précisément sur la nationale numéro 1, la nuit de mercredi à jeudi à quelques kilomètres de Kimpese. 600 de remorques attaquées, bilan 1 mort et 2 blessés. Plus de détails avec Martin Kayembe. La province du Congo central est aujourd'hui parmi les provinces où la criminalité refait surface.
Téné, la route numéro 1 est aujourd'hui atteinte par le phénomène dit coupeur de route. Ici, nous sommes au croisement de la nationale numéro 1 et l'entrée de la cité Luozi dans le district de Cataracte, à quelques kilomètres de la ville Kimpese. Ces camions remorques a été intercepté par un groupe de coupeurs de route aux environs de 23 heures. Sur place, après échange de tirs, un convoyeur est mort sur place et le conducteur du véhicule blessé. Chose étonnante, ces hors-la-loi ont opéré dans toute tranquillité en visitant un bon nombre de véhicules sans qu'ils ne soient inquiétés par le service de l'État. La population de villages environnants se sent abandonnée et lance des cris d'appel aux autorités de tout faire pour que pareille chose ne se reproduise. Car, insécurisée, la route Kinshasa-Matadi s'est privée, la capitale de toute importation, et fragilisé l'économie congolaise qui tente de se reconstruire par des efforts du gouvernement central. Il faut noter que la province du Congo central est réputée comme un havre de paix où cohabitent les Congolais en toute sécurité. Poursuivons ce journal avec une actualité en bref. En République démocratique du Congo, de nombreux ménages utilisent encore le charbon de bois appelé makala pour chauffer et faire la cuisine. C'est le cas notamment à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, qui se trouve au cœur des forêts du bassin du Congo. Ces forêts sont considérées aujourd'hui comme un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, sauf qu'elles sont menacées par la déforestation, notamment du fait de la fabrication de ces makala. L'Union européenne s'emploie de financer en partie un projet dont l'objectif va contribuer à changer cet usage traditionnel des familles congolaises en général pour réduire son impact en développant l'utilisation des foyers améliorés. Puisqu'on parle de l'environnement, les sommets de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte touchent bientôt à sa fin. Plusieurs réponses y ont été suggérées pour tenter de sortir le continent africain de difficultés qui sont les siennes en matière d'agriculture. Le pays le plus pollueur de la planète, qui sont le plus riches, ont décidé d'allouer $1 milliard d'appui pour le mieux encadrer l'agriculture africaine qui demeure encore au stade artisanal alors qu'elle devrait s'industrialiser. Sur la question dans ces reportages. Plusieurs pays et organisations se sont engagés lors de la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 pour se clôturer ce 18 novembre 2022 à investir plus de $8 milliards dans des projets de recherche et de développement visant à réduire l'impact de l'agriculture sur la planète. Les fonds annoncés lors du sommet sur le climat doublent les investissements engagés depuis le dévoilement de la mission d'innovation agricole pour le climat il y a un an et aideront à soutenir 22 projets supplémentaires. L'agriculture est un contributeur majeur aux émissions de réchauffement de la planète, en partie parce que les vaches et les moutons produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre lors de la digestion des aliments. Pendant ce temps, l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides a eu un impact négatif sur la biodiversité. Ainsi, sur les 8 milliards, 1 milliard sera réservé à l'agriculture africaine, domaine constitué des petits exploitants sans aucune subvention. C'est pour reconnaître que les petits agriculteurs des pays en développement, qui produisent un tiers de la nourriture mondiale, mais qui ne reçoivent que 1,7% des financements climatiques, alors que même qu'ils sont contraints de faire face aux sécheresses, aux inondations, aux cyclones et à d'autres catastrophes. Il est donc urgent de revoir leur situation et les forcer à s'organiser. La conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27 à Sharm el-Sheikh, a focalisé aussi son attention sur la question vitale de l'adaptation de l'agriculture et des systèmes alimentaires dans le contexte du changement climatique. Le message est vraiment de reconnaître que l'agriculture doit faire partie intégrante de la solution à la crise climatique. Le fait de ne pas aider les populations rurales à s'adapter pourrait avoir des conséquences dangereuses, entraînant une prolongation de la pauvreté, des migrations et des conflits. C'est pourquoi la recommandation aujourd'hui est que les dirigeants mondiaux des pays développés doivent honorer leur promesse de fournir les $100 milliards par an de financement climatique aux pays en développement et à en canaliser la moitié pour que ce montant soit consacré à l'adaptation au climat.
Toute la presse fait l'écho du lancement de la campagne de mobilisation générale pour la défense et la patrie initiée par le ministre de la Communication et Médias afin de susciter dans les Congolais et Congolaises l'attachement et la volonté de conserver l'intégrité territoriale. C'est une sélection et le commentaire de la rédaction de Mondico TV. Suivez. Les sujets dans la presse sont particulièrement focalisés ce vendredi 18 novembre 2022 à Kinshasa sur tout ce qui tourne autour des affrontements à l'est de la République. Le journal annonce que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a lancé la campagne Défendons la patrie, Bendele et Koyate. Cela pour bien mener la guerre médiatique en cette période quand la RDC est agressée par le Rwanda. Africa News sur le même sujet intitule à sa une Kinshasa sur la ligne de front de la communication pour exhorter à la défense de la patrie. C'est en fait une mobilisation générale qui est recherchée afin de protéger ensemble le territoire national. La prospérité pour sa part se réfère à la marche organisée par le parti d'Adolphe Mouzito. Nouvel élan en soutien et appui à l'engagement des FRDC sur le front des combats contre le M23 et les Rwandais. Même refrain avec le bulletin de l'agence congolaise de presse ACP qui amplifie l'impact de cette campagne du ministre Muyaya, dont l'intention est d'insuffler plus de patriotisme aux communicateurs congolais qui s'oublient certains à critiquer leur propre pays. Même sujet mais un son un peu plus différent avec Forum des As qui révèle que pour combattre l'ennemi rwandais, Madame l'épouse d'Adolphe Mouzito, qui participait aussi à la marche de Nouvel Élan, en appelle aux femmes congolaises à se tenir comme elles, aux côtés de leur mari, dans l'intention de les accompagner dans la condamnation de l'agression perpétrée par le Rwanda. Cet appel à la défense de la patrie est décidément contagieux, car le phare est la même information, défendons la patrie. Cependant, Ouragan sort du lot en relevant la place qu'occupe la ville de Goma actuellement, enjeu mondial pour les forces en conflit. Tout porte à croire que la défense pour les FRDC et la prise pour les rebelles de cette ville constituent le point décisif du bras de fer qui tranchera sur la suite des événements. Terminons cette revue avec Géopolis qui se rapporte à tout à fait autre chose en posant plusieurs questions. Grand ménage dans le portefeuille de l'État. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Que peuvent-ils? En affichant quelques nouveaux mandataires dont les compétences sont sur la balance de l'expertise et de la moralité. L'avenir le justifiera. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Félix Tshisekedi ne participera pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra du samedi 19 novembre au 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie. La situation à l'est du pays est bien plus préoccupante pour le chef de l'État. La cité de Kibumba reste sous les contrôles des forces loyalistes, contrairement aux faux bruits qui rapportent que le M23 a pris possession de la cité. Un officier congolais rassure sur l'offensive des FRDC qui gagne de plus en plus de terrain. Une nouvelle pratique de banditisme s'est déclarée au Congo central. Des hommes armés dévalisent les convois sur la route nationale numéro 1. Un homme a été tué au cours d'un des braquages. Fin de ce journal, merci aux équipes en régie, mais également à vous, fidèles téléspectateurs, de les avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.